Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne de référence que vous retrouvez tous les matins, bien entendu. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour assister à ce webinaire et participer sur le thème fiscalité et expatriation, ce qu'il faut savoir avec notre partenaire de toujours, la Banque Transatlantique. Alors, vous êtes très nombreux, vous êtes inscrits. On est vraiment ravis de vous accueillir. Je crois que c'est évidemment un thème qui est très important, qui vous est cher. Vous avez certainement de nombreuses questions à poser à nos experts. Donc, en bas à droite, vous avez un petit onglet questions avec un petit poser une nouvelle question. Donc là, je vais vous faire un petit bonjour à tous. Alors, sans l'accent, c'est pas grave, vous me pardonnerez. Donc, faites-nous signe, dites-nous déjà un petit peu où vous êtes, puisque comme je le disais, vous êtes très nombreux sur la zone Asie. Alors, est-ce que vous êtes, je sais pas, à Hong Kong, à Singapour, à Bangkok, au Cambodge? Faites-nous un coucou, dites-nous où vous êtes. Et puis, comme ça, on verra également si le petit système de chat à travers l'onglet questions fonctionne bien. Il n'y a pas de raison. On est parti à peu près pour 1 heure de webinaire. Nos intervenants vont déjà... Oui, bonjour Sophie à Singapour. Et puis, nos intervenants vont déjà... Nos experts vont commencer avec une petite présentation. Et puis après, on jouera le jeu, évidemment, des questions-réponses. Je vous rappelle aussi dès à présent que le webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous devez nous abandonner en cours de route parce que vous avez des impératifs, sachez que dès la fin du webinaire, quelques minutes après, vous allez recevoir un email avec, sur la boîte mail avec laquelle vous êtes inscrit et avec un lien vers lequel vous pourrez consulter le replay. N'hésitez pas aussi à le partager, évidemment, à vos connaissances, à vos amis qui ne sont pas inscrits, mais dont le sujet les intéresse. Il y aura également un article dans le Petit Journal dans les prochains jours avec la vidéo YouTube qui sera disponible. Donc pareil, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. Alors on a Philippe qui est aux Philippines. Bonjour Philippe. Je vais déjà passer la parole. Donc on a avec nous aujourd'hui Cédric Figlioni qui est le directeur du bureau de représentation de la Banque Transatlantique à Singapour. Donc lui est en Asie. Bonjour Cédric. Bonjour Hervé, merci pour l'accueil, bonjour à tous. Ouais. Bertrand Cosson, qui est directeur de l'ingénierie patrimoniale France Banque Transatlantique, qui lui est à Paris, c'est bien ça? Oui, tout à fait, merci Hervé, bonjour à tous. Bonjour Bertrand, et Pierre Carpentier, qui est le directeur des gestions chez Dubli Transatlantique Gestion à Paris également, c'est bien ça Pierre, hein? Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, super, très bien. Peut-être, Cédric, si tu veux, on peut commencer par... vous nous avez préparé une belle présentation que vous allez présenter tous les trois. Je vais la mettre en place. Hop, voilà, on nous voit en petite vignette, mais on voit la présentation. Donc, si tu veux, peut-être, Cédric, commencer par nous présenter un petit peu ce qu'est la Banque Transatlantique, qui vous êtes, comment vous travaillez. Et puis après, on abordera évidemment aussi avec Bertrand les questions de fiscalité, avec Pierre, un point davantage sur les marchés. Et après, comme promis, on échangera avec vous, les internautes, sur les questions-réponses. Absolument, merci. Alors, je vais rapidement, avant de laisser la parole aux experts, je vais brièvement vous présenter la Banque Transatlantique en quelques mots. Et je crois que pour comprendre notre établissement, je crois que pour comprendre la Banque Transatlantique, il faut rappeler d'abord qu'on appartient au groupe CIC, qui lui-même appartient au groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur un groupe, la troisième groupe bancaire français. On va s'appuyer sur son offre, on va s'appuyer sur sa solidité. Vous voyez les notes S&P, par exemple, Fitch qui s'affichent. On va pouvoir, avec ces ratios de solvabilité parmi les plus hauts en Europe. Et cela étant dit, la Banque Transatlantique, c'est 420 collaborateurs. Donc, on a une structure ici à taille humaine qui va nous permettre une approche personnalisée, une approche sur mesure, et ça va nous conférer une véritable agilité dans l'accompagnement de nos clients. Alors, c'est ce que nous nous efforçons de faire au jour le jour, et nous nous réjouissons de voir que nos clients nous accordent une confiance croissante, vous voyez, avec des capitaux sous gestion qui aujourd'hui atteignent 53 milliards d'encours, une reconnaissance avec une première place dans la catégorie banque privée affiliée à un réseau, classement établi en 2022 par Décideur Magazine. Donc, voici maintenant
nos métiers et services. Je vais passer rapidement là-dessus, je les parcours pas tous, mais en fait, on va avoir un aperçu désormais avec Bertrand sur la partie ingénierie patrimoniale et puis avec Pierre sur la partie gestion financière. Je crois que ce qu'il faut se rappeler et avoir en tête, c'est qu'on va proposer une offre complète et sophistiquée. Et si je prends un exemple parmi les expertises que l'on propose, ainsi cœur de métier, si je prends l'international, je crois que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, compte tenu des connexions un petit peu partout et du sujet abordé, eh bien, on a su développer, fort de nos 140 ans, la banque a 140 ans, elle existe depuis 1881, eh bien, on a su développer une offre pour nos clients français de l'étranger avec un dispositif de proximité. Le voici, je vais le rappeler de façon à ce que vous ayez bien en tête les implantations. On est présent donc aux États-Unis, on est à New York, à Boston, San Francisco pour la partie États-Unis, on est au Canada, on est en Europe en plus du siège à Paris, Londres, Bruxelles, Luxembourg, Genève, et puis Singapour et Hong Kong. Donc je me trouve à Singapour. On est présent sous la forme d'un bureau de représentation pour assister nos clients qui vivent en Asie. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Bertrand pour la partie ingénierie patrimoniale. Oui, bonjour à tous. Merci Cédric et merci Hervé pour l'introduction. Donc, ravi d'être avec vous à distance. Hein. Moi, je suis à Paris comme Pierre qui prendra la suite. Donc là, l'idée, moi, c'est de faire un petit tour d'horizon fiscal. Hein. C'est pas de vous faire un cours de fiscalité française. La fiscalité française est assez complexe. Donc, en 15 minutes, on n'aurait pas cette prétention-là. Il y a des ouvrages de 1000 pages au moins qui résument la fiscalité française. Donc, juste de vous faire quelques points. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on les prendra, on va dire, après notre intervention, à la fois la mienne et celle de Pierre. Donc, d'ici à peu près 30 minutes, on répondra au fil de l'eau à vos questions fiscales, financières ou bancaires. Alors, un petit préambule, et ça c'est vraiment très important à la fois pour les fiscalistes, mais aussi pour tous les contribuables, c'est de se dire, quand on a des liens avec la France et un pays étranger, est-ce qu'il y a une convention fiscale qui lie la France et ce pays étranger. Donc là, nous, on est parti du principe que l'essentiel de nos auditeurs était à Singapour, mais on sait que ça peut aller là aussi au-delà de la zone. Et donc, je vous ai mis quelques exemples de pays, sachant que la France a le réseau de conventions fiscales le plus étendu au monde. Hein, donc, la France a signé 120 conventions fiscales, donc ça concerne quasiment tous les pays. Et vous voyez que dans votre zone asiatique, avec Singapour, on a une convention fiscale qui a la particularité aussi d'être récente. Hein. Il y en avait une ancienne qui a été changée récemment, donc qui est de 2015, qui a été en application quelques années après, qui va concerner que l'impôt sur le revenu. Et quand on dit que l'impôt sur le revenu, c'est aussi de l'impôt sur les sociétés. Mais nous, là, on parle aujourd'hui que de l'impôt sur le revenu. Et vous voyez, en Malaisie, il y a aussi une convention impôt sur le revenu. En Indonésie, il y a à la fois l'IR, mais il y a aussi l'impôt sur la fortune immobilière. Il y a la Thaïlande en matière d'impôt sur le revenu. Donc, globalement, tous les pays de votre zone ont une convention fiscale et qui a parfois des particularités. Donc, ce qui est vrai parfois à Singapour n'est pas forcément vrai en Malaisie ou à Hong Kong. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois regarder la convention fiscale. Quel est l'objectif des conventions fiscales? C'est d'éviter les doubles impositions, donc de répartir. Justement, j'ai un revenu de source française, je suis résident à Singapour. Comment c'est traité dans la convention? Quel pays a le droit de taxer? Et le parallèle aussi, c'est de prévenir l'évasion et la fraude fiscale, notamment en organisant aussi des échanges de renseignements entre les pays. La spécificité aussi de ces pays, c'est qu'on n'a pas de clause d'assistance au recouvrement des impôts dans les conventions là que j'ai citées, et ça peut avoir un impact, notamment en matière d'exit tax et en matière de plus-value. Et dans votre zone, il n'y a pas de convention fiscale en matière de droit de donation et de succession. Ça veut dire que quand il n'y a pas de convention fiscale, la France peut appliquer son droit interne et le pays en cause également. Alors la résidence fiscale, très rapidement, il y a à la fois des critères français. Hein. Nous, on a pas mal de critères pour être résident fiscal français. Hein. Avoir un foyer en France, une activité professionnelle principale en France ou un centre des intérêts économiques en France. Et tout ça, on va le regarder pour chaque conjoint. Hein, parce que nous, on a parfois des clients
un est résident de France, l'autre non résident, et c'est souvent des fois le cas justement quand un va commencer, on va dire, sa carrière à l'étranger et l'autre pendant un certain temps va parfois rester avec la famille en France. Ensuite, vous avez les critères de chaque pays. À Singapour, il y a une notion de résidence habituelle à Singapour. Et ensuite, il y a un critère aussi de nombre de jours de présence à Singapour ou éventuellement de jours de travail à Singapour. Et si jamais on est résident des deux États, eh ben, c'est la convention fiscale justement qui va trancher le conflit de résidence. On ne peut pas être résident des deux États, on ne peut pas non plus être résident d'aucun État, et on va regarder les critères successifs de la convention. Le premier critère, c'est le foyer d'habitation permanent. Si jamais vous avez un foyer d'habitation permanent à la fois en France et à Singapour, par exemple, on va passer au deuxième critère, le centre des intérêts vitaux. Si là aussi vous êtes entre la France et Singapour, on va passer encore au séjour habituel. C'est plus le séjour principal, mais c'est le séjour habituel. Et si jamais vous avez un séjour habituel dans les deux États, et ben là, ça va être un accord entre les États. Il y a certaines conventions où là, c'est la nationalité qui éventuellement fait basculer la résidence fiscale. Mais on le voit, je vous ai mis un petit exemple de contentieux. Vous voyez que ça existe même dans le cadre France-Singapour sur la résidence fiscale, une décision du Conseil d'État du 29 décembre 2020. Donc, pour justement avoir dans un cas de contribuable où il était résident. Et là, en l'occurrence, après 12 ans de procédure, la personne a gagné et a été considérée comme résident de Singapour et pas résident français. Voilà, donc ça, c'est toujours un préalable de clarifier sa résidence fiscale. Je vous l'ai mis, je ne vais pas m'étendre dessus. Le barème de l'impôt sur le revenu, c'est vrai que vous êtes en général dans des zones, notamment à Singapour, où le taux marginal d'imposition est à 22%. Vous voyez qu'en France, on est à 45%, au-delà de 160 000 € de revenus imposables. Mais si vous êtes français, que vous avez été résident français, vous savez qu'il y a des systèmes évidemment de quotients familiaux, il y a des systèmes de réduction d'impôts qui font qu'on peut quand même diminuer cette imposition quand on est résident, en tout cas français. Donc voilà, c'est toujours à relativiser les taux, mais c'est quand même des taux plus importants qu'en général ce que vous connaissez en Asie. Comment sont fiscalisés de manière globale, on répondra à vos questions plus détaillées, des produits financiers de source française? Tout ce qui est intérêt, donc lié à de l'épargne bancaire, là, les taux d'intérêt remontent, je pense que Pierre va en parler, on va avoir plus de rémunération sur des livrets bancaires. Un non-résident, il ne paye pas d'impôt sur tous ces produits de taux. Donc ça, c'est déjà un point facile. Le deuxième chose, c'est sur les dividendes. Et depuis la réforme de M. Macron avec la flat tax, les dividendes globalement en France sont imposés à 12,8% de retenue à la source. Donc là aussi, à une époque, on était à 30%, on est à 12,8%, donc on a quand même eu une diminution importante là-dessus. Et si on fait des rachats de contrats d'assurance vie, là c'est un petit peu plus compliqué, puisque ça dépend de la date de versement des primes. Globalement, on peut être à des taux qui vont de 15 à ou 7,5 ou 12,8%, mais là aussi, toujours regarder après ce que dit la convention fiscale. Et par exemple, dans la convention fiscale France-Singapour, si vous êtes résident à Singapour, vous faites un rachat sur un contrat d'assurance vie, vous ne pourrez pas être fiscalisé à plus de 10% en France. Il y a une limite, justement, c'est un maximum qui a été prévu dans la convention fiscale. Et en matière de plus-value, globalement, c'est assez simple. En matière de plus-value, il n'y a pas de taxation. En France, notamment quand vous êtes non-résident de manière générale et résident de Singapour, par exemple. La France ne taxera pas les plus-values, notamment sur vos comptes titres, même si éventuellement vous avez une société familiale ou non cotée que vous possédez en France. La France ne taxera pas la plus-value, sauf si on est dans un cas d'exit tax. On va en dire un mot tout de suite. Qu'est-ce que l'exit tax? Normalement, si vous êtes concerné, vous devez le savoir. C'est depuis ça a été remis au goût du jour depuis en 2011 avec un certain nombre de modifications qu'on a eues. Les dernières datent de 2019. C'est lorsqu'on quitte fiscalement la France, on va être imposé sur ces plus-values latentes financières. C'est-à-dire que comme si on vendait d'une certaine façon ces titres financiers, mais on a une possibilité
d'être en sursis de paiement, soit un sursis de paiement automatique quand on va justement dans des pays où on a une clause d'assistance au recouvrement, ce qui n'est pas le cas des pays comme Singapour, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un autre cas où il va falloir demander un sursis de paiement, justement, pour ne pas payer tout de suite, au moment où on part de France, les plus-values financières. Alors, il y a quand même des seuils. Hein, ça ne concerne que les gens qui ont plus de 50% d'une société, hein, qu'elle soit française ou étrangère, mais plus de 50% d'une société, ou qui possèdent, hein, c'est ou, qui possède un patrimoine en valeur mobilière supérieur à 800 000 euros. D'accord? Donc, si on n'a pas 50% ou pas 800 000 euros, on n'est pas concerné par l'exit tax, mais sinon, on est concerné par l'exit tax. Et le dernière mouture, sans rentrer dans le détail, mais en fonction de la valeur de votre patrimoine, si vous avez plus ou moins de 2,5 millions d'euros, bah, votre exit tax, elle va durer soit 2 ans, soit 5 ans. Ça veut dire que bah, vous devez conserver les titres 2 ans ou 5 ans pour ne pas justement payer l'impôt sur la plus-value, donc globalement du taux à 30% en France. Voilà, donc ça c'est quand même un point pour les gens concernés, à avoir un point d'attention, notamment quand on a à faire cette demande justement de sursis de paiement pour ne pas avoir à payer immédiatement l'impôt sur la plus-value au moment du départ, par exemple, de France vers Singapour. Les revenus immobiliers en France, bah, globalement, ils sont évidemment taxables en France avec des taux en effet spécifiques. Il y a des taux minimums d'imposition qui s'appliquent en France, qui ont été modifiés assez récemment avec la création d'un nouveau taux à 30%. Hein. Donc, si on a moins de 26 000, par exemple 70 euros de revenus immobiliers sur l'année, ben, on va être à un taux minimum d'imposition de 20%. Et pour la partie qui excède 26 000 et quelques euros, on va être à 30%. Donc, c'est un taux minimum d'imposition. Si vous avez des très gros revenus fonciers, par exemple, je dis 100 000 euros de revenus fonciers de source française, ben là, vous pourrez éventuellement être à plus de 30%, puisque là, on va appliquer le barème que je vous ai montré tout à l'heure, qui va jusqu'à 45% de fiscalité. Alors, les revenus immobiliers en France, je ne détaille pas, mais on a plusieurs régimes fiscaux. Hein, si vous avez des questions, on a les régimes fonciers pour la location nue, on a le régime de la location meublée qui est un autre régime fiscal, et on peut éventuellement aussi louer via des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ce qui est parfois intéressant pour notamment les gros patrimoines immobiliers de sources françaises. Et comme en France, on aime bien des fois un peu cumuler ou compiler les impôts, s'ajoute à l'impôt sur le revenu les prélèvements sociaux. Hein, c'est souvent décrié pour les non-résidents. Et c'est vrai que dans votre zone, les prélèvements sociaux sont de 17,2%, hein, et ça s'ajoute à l'impôt sur le revenu. Je dis dans votre zone parce que lorsqu'on est dans une zone européenne ou assimilée et qu'on est soumis justement un régime de sécurité sociale européen, on peut avoir du 7,5%, mais quand on est en zone asiatique soumis à un régime de sécurité sociale local, on va être à 17,2% en France. Voilà. En matière de plus-value, bah, il y a beaucoup de règles assez spécifiques. Notamment, on a souvent les questions, je verrai si vous en posez, sur les résidences principales. Est-ce qu'il faut la vendre avant de partir, après être parti? Est-ce que j'ai des délais? Est-ce que ce genre de choses? J'y répondrai bien volontiers. Et ensuite, en effet, on a un système d'imposition des plus-values immobilières qui est un petit peu compliqué parce qu'on a un système d'impôt sur le revenu à 19% avec des abattements pour délai de détention. On a un système des prélèvements sociaux, je vous en ai parlé, à 17,2% avec d'autres abattements pour délai de détention. C'est pas les mêmes, et on peut avoir, si vous faites des plus-values importantes, des taxes additionnelles qui peuvent rajouter 10% en tout au maximum. Mais là aussi, il y a des abattements pour délai de détention. Donc quand même un système un petit peu compliqué. Si vous vendez un bien immobilier en France, il faut déjà voir si vous avez besoin aussi de désigner un représentant fiscal ou pas. Enfin voilà, il y a toute une procédure, évidemment, de vérifier la fiscalité, le calcul de plus-value. Voilà. Et je crois que c'est le dernier point, si je ne dis pas de bêtises, avant de passer la parole à Pierre. Hein, c'est en effet, on a souvent aussi les questions. Ben, je suis maintenant résident à Singapour ou résident de la zone. J'envisage justement de transmettre du patrimoine à mes enfants. Quelles sont les règles entre la France et Singapour? Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
il n'y a pas de convention fiscale entre la France et Singapour pour les donations-successions. Ça veut dire que chaque pays va appliquer son propre droit. Alors, la bonne nouvelle, côté singapourien, c'est qu'il n'y a pas de droit de donation et de droit de succession à Singapour. Par contre, même si vous êtes résident, vous, de Singapour, peut y avoir quand même des droits de donation ou de succession à payer en France, notamment dans 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que, par exemple, vous voulez donner à des enfants qui sont résidents fiscaux de France et l'ont été pendant 6 ans au cours des 10 dernières années. Il y a une double condition. Là, ça les rend taxables des droits de donation en France, même si vous êtes à Singapour et même si vous donnez des biens singapouriens. Et l'autre cas de figure, c'est si vous donnez des biens qu'on appelle situés en France. Donc là, vous êtes à Singapour, vos enfants sont aussi à Singapour, mais si vous donnez des biens français, notamment l'exemple le plus courant, c'est un bien immobilier en France, là aussi, la France, comme c'est un bien immobilier situé en France, elle considère qu'elle est légitime pour taxer. Et en France, on a un système de droits de donation et succession qui fait qu'il y a des abattements, 100 000 € entre parents et enfants, qui se renouvellent tous les 15 ans. Après, on a un barème progressif. On peut faire des démembrements de propriétés pour transmettre et réduire justement les droits de donation. Et on s'attend, on aura la loi de finances dans une semaine. Ce sera mon mot de conclusion dans cette première partie. On s'attend à quelques modifications concernant les donations successions. On espère qu'elles seront favorables pour les donations et on devrait le savoir d'ici une dizaine de jours, en tout cas la première mouture du gouvernement, puisque chez nous, la loi de finances, elle est débattue jusqu'à la fin de l'année. Voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. Je laisse la parole à Pierre. Merci Bertrand. Merci beaucoup Bertrand. Bonsoir à toutes et à tous et merci au Petit Journal et à la Banque Atlantique Singapour d'organiser cet événement. Alors effectivement, moi je vais me concentrer sur les marchés financiers, puisque je suis le directeur de gestion de Dubli Transatlantique Gestion, qui est donc la société de gestion détenue à 100% par la Banque Transatlantique. Nous allons aborder d'abord 2 premiers points, de savoir dans quel contexte nous situons-nous actuellement, quelle est l'ambiance sur les marchés, si on peut dire ça comme ça, et puis ensuite, effectivement, quelles sont les grandes tendances à connaître. Puis ensuite, nous nous attarderons sur une question que tout le monde se pose, à savoir si c'est le bon moment pour entrer dans les marchés. C'est une question, effectivement, qui revient très régulièrement et qui a encore plus de sens dans cette période relativement agitée. Enfin, nous vous présenterons grosso modo actuellement quelle est notre allocation stratégique et donc effectivement la pondération que nous faisons entre les grandes classes actives dans nos portefeuilles. Bon, je vais commencer effectivement par rappeler quelques petites choses. Donc là, j'ai mis des éléments sur lesquels je m'attarderai un peu plus tard, mais dans un premier temps, je vais quand même rappeler le contexte général dans lequel nous nous trouvons depuis maintenant 1 an. Nous sommes à la fois dans un krach obligataire, ça c'est un point qui est fondamental. Les marchés actions baissent, mais les marchés qui souffrent le plus actuellement au niveau mondial sont les marchés obligataires. On pourra s'attarder d'ailleurs sur cette question. Le second sujet, c'est évidemment la baisse des marchés actions, sur lequel je vais également revenir. Les marchés actions européens, américains et émergents sont tous dans le rouge depuis le début de l'année. La volatilité sur le secteur de l'énergie, le pétrole a beaucoup monté, le gaz, on entend parler toujours dans la presse, notamment suite au conflit russo-ukrainien. Toutefois, les éléments qui en fait ont contribué à faire exploser le prix des matières premières, le cocktail était déjà en place dès l'année dernière. Je rappelle en effet que si on regarde le WTI, qui est donc le baril de pétrole américain, celui-ci s'est apprécié de 53% en 2021, alors qu'aujourd'hui, la hausse n'est entre guillemets que de 23%. Avec toutefois un bémol, cette hausse est montée jusqu'à 58% au milieu du mois de juin. Donc, je parle bien de krach obligataire, de marché actions en berne. Je parlerai de marché des matières premières, des énergies volatiles. Et je terminerai par une note positive et le grand gagnant de cette situation, le dollar américain. Le dollar, en effet, s'apprécie contre quasiment toutes les devises, notamment contre l'euro. Le dollar s'est apprécié d'environ 14% depuis le début de l'année contre l'euro. Alors, très récemment, maintenant, si on se concentre sur la période la plus récente, on a eu effectivement un rallye haussier sur les marchés actions tout au long du mois de juillet qui s'est poursuivi jusqu'à la mi-août. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que les investisseurs n'ont pas tous et toutes encore bien compris que les banques centrales ne seraient plus le soutien inconditionnel tel que nous les avons connus au cours des 15 dernières années dans les pays occidentaux, puisque le Japon, lui, mène des politiques monétaires ultra-expansionnistes depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, effectivement, les marchés ont monté en se disant que les États-Unis commençaient à prendre le contrôle sur l'inflation et que, de fait, la Fed, la Banque centrale américaine, allait pouvoir réduire en fait le rythme et la cadence de son resserrement monétaire.
Toutefois, effectivement, lors du symposium de Jackson Hole qui réunit tous les grands argentiers de la planète dans le Wyoming fin août, eh bien, Jay Powell, le gouverneur de la Fed, a bien précisé que l'inflation étant un problème durable, les taux continueraient de monter et immédiatement, nous avons une correction assez forte. Nous avons quand même tout de même cru de 20% sur le Nasdaq en dollars sur ces 6 semaines. Ce sont les chiffres que vous voyez à l'écran. Le S&P 500, lui, a progressé de 14% environ. Et les indices européens ont également monté puisque le CAC 40 s'est apprécié d'environ 11%. Donc ça, c'est très important d'avoir ces éléments à l'esprit parce qu'effectivement, nous sommes toujours actuellement sous, en fait, c'est la Banque centrale qui en fait donne le tempo sur le marché. Et plus exactement, ce sont les chiffres d'inflation qui nous donnent également, on va dire, la tendance sur ce qui va se passer. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, les États-Unis, le Bureau des statistiques américains a publié l'indice CPI, le Consumer Price Index, qui mesure l'évolution des prix aux États-Unis. Celui-ci est ressorti en rythme annuel à plus 8,3%, là où le marché attendait plus 8,1%. Cela veut dire que l'inflation n'est pas sous contrôle, que la Fed va donc continuer à monter ses taux. Immédiatement, le Nasdaq a décroché de 5% en séance. On a terminé à 5,16 de baisse sur cette journée de mardi dernier. Donc, ce qui vous montre effectivement l'extrême tension actuelle sur les marchés et donc effectivement des indices très volatiles. On a toutefois, et c'est ça qui est compliqué et qui contribue à apporter davantage de volatilité encore dans le marché, un décalage de perception entre ce qui se passe à court terme et ce qui se passe sur le long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, on a plutôt des chiffres assez positifs. Les sociétés occidentales, donc S&P 500 et Stoxx 600 en Europe, qui ont publié leur semestriel au cours de l'été, ont publié des résultats qui étaient nettement supérieurs aux attentes. Toutefois, les marchés actuellement sont clairement concentrés sur l'évolution des taux. Je vous ai mis 2 grands pays que nous regardons toutes et tous dans la sphère financière, donc l'Allemagne pour l'Europe et les États-Unis. Le 10 ans américain, vous le voyez, depuis le 31 mai dernier, ne cesse de monter. Aujourd'hui, on est à peu près à 3,45. Le 10 ans allemand subit une trajectoire équivalente. Simplement, le rythme a été un peu plus lent puisque la Banque centrale européenne a tardé par rapport à la Fed à agir dans l'implémentation de politiques monétaires plus restrictives. Et si on regarde la partie courte de la courbe, nous avons une situation tout à fait rarissime aux États-Unis. Donc, on a une progression très importante des taux courts. La hausse des taux directeurs par la Banque centrale a d'abord eu pour effet de contaminer la partie courte de la courbe, pardonnez-moi. Et donc, effectivement, maintenant, nous attendons à ce que ce soit les taux longs qui commencent réellement à monter. Le 2 ans allemand a également fortement monté. Il a plus que doublé sur la période considérée. Ce que vous pouvez constater en regardant ces chiffres, c'est que nous avons cette situation assez étonnante, à savoir que le 2 ans américain rémunère plus que le 10 ans américain. On est sur une situation de courbe inversée, ce qui est un phénomène obligataire assez rare et généralement annonciateur d'une récession. Effectivement, le fait que l'argent avec une durée à 2 ans présente un coût plus élevé qu'à 10 ans montre effectivement une certaine aversion des investisseurs. On va revenir sur ce point bien plus en détail dans vos questions si vous le souhaitez, parce que c'est un élément fondamental, notamment dans l'allocation du capital sur les marchés obligataires. Dans le même temps, on a également une diminution de la confiance des grands agents économiques, donc les consommateurs et les entreprises. Vous avez là différents chiffres qui vous montrent la dégradation. Donc les 2 premiers chiffres, l'indice Michigan et le Conference Board Consumer, sont 2 indices de confiance du consommateur américain qui tâtent le pouls effectivement du consommateur US. Et donc effectivement, on voit que ces chiffres ont une tendance à se dégrader. Et dans le même temps, les indicateurs d'activité, eux aussi subissent une dégradation qui n'est pas un effondrement. C'est très important. Vous avez en dessous les indicateurs ISM qui sont toujours a priori en zone d'expansion aux États-Unis. Lorsqu'on est au-dessus de 50, on est en zone d'expansion. Lorsqu'on est sous les 50, on est en zone de contraction d'activité. Et on voit d'ailleurs que l'Europe est un peu plus à la traîne et que la Chine, elle, effectivement, est en difficulté. Les marchés actions chinois, on va faire un petit focus sur ce pays, sont également dans le rouge depuis le début de l'année. Ils sont en assez grande difficulté. La Chine, comme vous le savez, traverse une crise immobilière extrêmement grave, puisque ce secteur représente entre 25% et 30% du PIB. Il y a aujourd'hui des montants de dettes émises en dollars par les grands acteurs du marché immobilier chinois, Evergrande, Shimao, qui ne sont plus remboursés. Les acteurs ont fait défaut ou en tout cas ne remboursent plus à la valeur nominale de l'emprunt les papiers. Et par ailleurs, la Chine, bien évidemment, est victime de sa politique zéro Covid, qui a pour conséquence effectivement de bloquer des populations entières, d'immobiliser les chaînes de production. Vous savez ça bien mieux que moi puisque vous voyez ça de beaucoup plus près que nous.
Nous, on constate qu'il y a à peu près 70 millions de Chinois qui sont aujourd'hui encore confinés, que des mégapoles comme Chengdu sont à l'arrêt. Et donc, effectivement, cela contribue à ralentir le dynamisme de l'État et à également jeter une certaine défiance de la part d'investisseurs qui souhaiteraient implanter un actif industriel ou de cette nature en Chine. Effectivement, aujourd'hui, certains y regardent à 2 fois avant effectivement de vouloir s'installer sur ce marché. Et donc, effectivement, après ce tableau qui est un petit peu noir à court terme, lorsqu'on regarde à plus long terme, on voit tout de même que les investisseurs, notamment en Occident, sont déjà en train d'anticiper un ralentissement réel de l'inflation sur le long terme. Il y a une courbe qu'on regarde qui est l'indicateur de l'inflation à 5 ans dans 5 ans, qui nous permet d'avoir des anticipations de ce que sera l'inflation sur un horizon de temps beaucoup plus long que celui du mois au mois ou du year on year. Et là, effectivement, on voit très bien que le plus haut a été touché il y a quelques mois et que nous sommes aujourd'hui plutôt effectivement sur une pente descendante du fait notamment de cette politique monétaire extrêmement restrictive que mettent en place les États-Unis, à savoir hausse des taux d'une part et rétrécissement de la taille du bilan de l'autre. Je rappelle que la Banque centrale américaine réduit chaque mois la taille de son bilan de environ 95 milliards de dollars. Donc ça, c'était pour le premier point. Maintenant, l'élément fondamental sur les marchés et notamment dans les pays de l'OCDE, c'est l'écart qui se creuse entre l'Europe et les États-Unis. J'ai parlé de la parité euro-dollar qui en est, à mon avis, le meilleur exemple. Mais effectivement, on a 2 économies qui ne marchent pas tout à fait au même rythme. Aux États-Unis, le taux de chômage est au plus bas. On est à peu près à 3,7% de la population active. Vous avez probablement entendu parler de la grande démission, des difficultés pour les entreprises à recruter, du fait qu'aujourd'hui, les salaires montent fortement puisque le pouvoir est aujourd'hui entre les mains du salarié et beaucoup moins des actionnaires et des dirigeants. On a des indicateurs effectivement avancés, comme je vous l'ai dit, qui montrent un ralentissement de l'activité, mais on n'est pas encore en zone de contraction ou de récession. Par ailleurs, un autre indicateur très important pour celui ou celle qui souhaite observer le marché américain, c'est l'évolution du marché immobilier. On a effectivement une baisse des mises en chantier. On est passé à peu près de 1 600 000 mises en chantier mois à 1 450 000. Alors, on est en légère baisse. Je rappelle toutefois qu'on ne s'attend pas du tout à un effondrement du marché immobilier américain. Les ménages sont beaucoup plus sains financièrement d'une part, et d'autre part, nous sommes très loin des pics de mise en production tels que nous les connaissions avant la crise de 2008. Je rappelle que la crise des subprimes est une crise qui naît de l'immobilier américain. À cette époque, les mises en chantier atteignaient le chiffre de 2,2 millions par mois. C'était colossal. Donc, effectivement, on s'est retrouvé avec une offre de biens stratosphérique, ce qui est d'ailleurs une situation qu'affronte la Chine dans une certaine mesure aujourd'hui. Par ailleurs, la Banque centrale est déjà très en avance par rapport aux autres au niveau du resserrement monétaire. Je signale qu'environ 45 banques centrales dans le monde ont commencé un resserrement monétaire, tous pays confondus, que ce soit des pays développés, des pays en voie de développement ou des pays émergents. Le taux directeur de la Banque centrale brésilienne est par exemple aujourd'hui à 13,5%. Tous les pays très exportateurs, je pense à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande dans votre zone, qui ont des sujets d'exportation de matières premières agricoles, minerais, etc., ont également fortement monté leur taux d'intérêt. Mais ce sont bien la Fed et la Banque centrale d'Angleterre qui sont les plus en avance. Aujourd'hui, le taux de directeur de la Banque centrale aux États-Unis est à 2,5%, là où en France, en Europe, pardonnez-moi, la première hausse est intervenue la semaine dernière seulement. Par ailleurs, eu égard aux chiffres qui ont été publiés hier, il est évident que la Banque centrale va poursuivre son action. En Europe, la situation est un peu plus contrastée. Donc, le chômage est également très bas en Europe aussi. Vous le voyez aussi sur les difficultés de recrutement dans certains secteurs, le monde hospitalier, l'hôtellerie, etc., etc. Les sociétés européennes publient de bons résultats, notamment lorsqu'elles sont exportatrices. Un euro faible est très favorable à des groupes comme LVMH, comme Airbus, qui sont des sociétés qui produisent en zone euro, avec des salariés, des usines, des ateliers en France, en Allemagne, en Espagne ou ailleurs au sein de la zone monétaire, mais qui souvent vendent aux États-Unis une part majoritaire de leurs produits ou négocient sur des marchés libellés en dollars. Typiquement, l'aéronautique civile, les avions, les contrats se négocient sur le billet d'air. Toutefois, en Europe, nous avons un problème d'inflation dont les composantes sont très différentes de ce qu'on observe aux États-Unis. Aux États-Unis, l'inflation est plutôt liée au salaire, c'est ce qu'on appelle la composante service de l'indice. En Europe, l'inflation est avant tout un problème lié à l'énergie. En effet, vous savez que l'Europe est dépendante du pétrole et du gaz étranger
pour effectivement assurer ses besoins énergétiques, notamment le gaz russe, pour ne citer que celui-ci. 60% des importations de gaz allemands étaient jusqu'à présent des importations de gaz russe. Et donc, effectivement, la flambée du prix du gaz en Europe, le marché du gaz est un marché qui est extrêmement décentralisé. Chaque zone, y compris l'Asie, a un prix qui est un prix de référence. Ce n'est pas du tout le cas du secteur du pétrole. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un phénomène d'inflation importée, puisque nous subissons l'explosion du prix des matières premières énergétiques, lié d'une part au sous-investissement que j'ai évoqué pour 2021 et au contexte géopolitique dans lequel nous sommes inscrits aujourd'hui en Europe, avec un conflit armé à nos portes. Les indices de confiance, eux, ont beaucoup plus chuté qu'aux États-Unis. En Europe, on a également un élément anxiogène supplémentaire dans certains pays, notamment dans la partie orientale des pays de l'Union européenne, qui est cette anxiété liée à la proximité du conflit et à une extension éventuelle de celui-ci, ce qui évidemment a des effets nets sur le comportement des ménages et des consommateurs. Et on a surtout effectivement une banque centrale qui n'a commencé à monter ses taux qu'il y a une dizaine de jours. Je rappelle qu'au mois de juin, Mme Lagarde disait que l'inflation était à peu près encore sous contrôle, passagère, et qu'il n'était pas forcément question de procéder à un resserrement monétaire. Les États-Unis, pour conclure ce point, sont effectivement riches de leurs matières premières. Je rappelle que les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole, 14 millions de barils jour à peu près, pour une consommation entre 16 et 17 millions. Donc effectivement, le sujet est totalement différent de chez nous. Par ailleurs, l'explosion du baril enrichit fortement tout un pan d'activité, les pétroliers de schiste qui opèrent principalement dans le sud du pays. Et donc, effectivement, les États-Unis bénéficient de manière indue, si je peux dire, à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, effectivement, ils sont actuellement les mieux armés pour affronter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, la question qui va se poser à présent est de savoir s'il est propice de placer son argent à présent. Alors, vous avez là un graphique, j'espère que vous pouvez regarder surtout les éléments en bas, parce que j'ai voulu effectivement mettre des petites icônes pour rendre les choses un peu plus lisibles que ces courbes qui ne le sont pas trop. Alors, ce qui est intéressant de constater, donc là, vous avez l'évolution de grands marchés que je vais vous détailler sur une période de 20 ans. Donc, ça nous montre l'importance, effectivement, de la composante equity dans celui ou celle qui compte ou qui souhaite constituer un patrimoine sur le long terme. Un Dublitre en gestion, la gestion que je représente, se caractérise par une approche extrêmement patrimoniale dans sa gestion d'actifs. Nous sommes des gestionnaires de long terme. On ne cherche pas à faire les bons coups entre des hausses et des baisses. Ça, c'est plutôt une situation dans laquelle on se prend souvent des portes de saloon. Et donc là, on va vous montrer comment se sont comportés 5 grands indices sur une période de 20 ans. Tous les chiffres sont exprimés en euros, dividendes réinvestis. Le Nasdaq a pris 1050% sur la période. Je cite les indices qui, de gauche à droite, sont dans le sens des pictogrammes. Le S&P 500, lui, a cru de 560% sur la période. Vous avez ensuite le MSCI Emerging Market, donc les pays émergents, avec ce Christ roi de Rio de Janeiro à 478% de hausse. Ensuite, nous avons le MSCI World, qui ne représente que des pays de l'OCDE, qui, lui, a progressé de 435%. Et enfin, l'Europe avec l'Eurostoxx 50, qui lui n'a cru que de 283%. Donc déjà, premier point, ceci me permet complètement de rebondir sur ce que j'ai dit précédemment, sur la dichotomie entre les économies américaines et européennes. Là, je pense que la réponse est très très claire en termes de performance boursière sur le long terme. À présent, on va regarder sur une période un peu plus courte, qui est donc une période de 10 ans. Donc là, on enlève, dans la période préalable, je rappelle tout de même que vous aviez la suite et les fins de l'explosion de la bulle Internet. Vous aviez la crise des subprimes de 2008-2009, la crise de la dette de la zone euro en 2011, la baisse des marchés liés au Brexit, etc. en 2016, l'effondrement de fin 2018 et surtout l'effondrement Covid de 2020. Donc maintenant, sur 10 ans, nous avons une progression qui est de 430% à peu près sur le Nasdaq, 325 sur le S&P, 225 sur le MSCI World, 118 pour l'Europe et 72% pour les émergents. Enfin, et c'est ça qui va nous intéresser le plus, c'est la période la plus courte, une période de 3 ans. Là, on démarre juste avant le Covid. On est 5 mois avant les confinements à peu près. 63% de croissance sur le Nasdaq, malgré ce choc boursier énorme. 53% sur le marché américain, 41% pour le MSCI World, 17% pour l'Europe et 10,5% pour les émergents. Il y a différentes conclusions à tirer à ces graphiques. La première, c'est la suprématie du marché américain, sur lequel je ne vais pas m'attarder puisque j'ai déjà longuement développé sur ce point. La faiblesse de l'Europe par ricochet et surtout l'essoufflement, je parle bien d'un essoufflement et pas d'une faiblesse des émergents. Les émergents, sur longue période, ont une bonne performance, mais qui ne fait que de se dégrader. Les émergents, notamment les BRICS, concept né de l'esprit des analyses de chez Goldman Sachs,
ont bénéficié du super cycle des matières premières qui a démarré à la fin des années 90 et qui s'est achevé au tournant des années 2008-2010 avec la crise financière. Ce super cycle a permis à des pays comme le Brésil de réduire de 50% la pauvreté. Aujourd'hui, ce travail est terminé. On est revenu au niveau de 2000 en termes de pauvreté au Brésil avec les conséquences économiques de la pandémie et la politique complexe de M. Bolsonaro. Et puis surtout, on a des pays comme la Chine qui, effectivement, voient leur taux de croissance fortement chuter depuis quelques années. Les pays émergents ont été fortement affectés par la pandémie de Covid-19, aussi bien sur l'aspect sanitaire que sur l'aspect économique. Aujourd'hui, bon nombre de pays émergents sonnent à la porte du FMI, soit pour se déclarer en défaut, c'est le cas du Sri Lanka, soit pour obtenir des prêts bilatéraux. C'est le cas du Pakistan qui, par ailleurs, fait face actuellement, comme vous le savez, à des catastrophes écologiques et des inondations sans commune mesure par le passé. Ceci va avoir un coût considérable pour le pays. Et donc, effectivement, nous nous attendons à une multiplication des défauts. On a en tête des pays comme la Turquie, l'Égypte, le Pakistan que j'ai cité, qui ont pour caractéristique d'être des pays très peuplés, extrêmement dépendants en importation agricole, et où, effectivement, la situation actuelle est en train de créer un cocktail très compliqué. Alors, effectivement, quels sont les placements que nous allons privilégier dans le contexte que je viens de vous présenter? D'abord, effectivement, vous dire que nous sommes toujours très positifs sur les actions. Là, je vous expose les 3 grandes classes d'actifs sur lesquelles travaille la société de gestion. Ce sont les conclusions de notre comité d'allocation stratégique qui se réunit tous les mois. Le dernier s'est tenu il y a une dizaine de jours et donc je souhaite partager avec vous ces conclusions. Elles sont récentes et elles tiennent compte de tous les développements que je viens de vous exposer. Donc, effectivement, on voit qu'on a un ralentissement de la croissance au niveau mondial, mais la baisse récente et assez forte qu'on a connue permet quand même d'avoir des points d'entrée très intéressants en termes de valorisation des actifs, notamment pour celles et ceux qui observent les actions sous l'angle du Price Earning Ratio, le PER. Sur le marché obligataire, on a une approche qui est beaucoup plus sélective. On redevient assez positif sur la classe d'actifs, puisque d'une part, on est revenu sur un environnement où les taux ont remonté. Du coup, la valeur des obligations a baissé, puisque je rappelle que sur le marché obligataire, le prix des obligations varie en sens inverse des taux d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt montent, la valeur du capital de ces obligations se déprécie et vice-versa. Nous sommes plutôt favorables sur le souverain, c'est-à-dire les obligations émises par les États. Nous avons une approche extrêmement prudente à la Banque Transatlantique et chez Dubuis Transatlantique Gestion sur le monde obligataire. Donc, nous concentrons nos investissements sur le souverain uniquement sur les pays de l'OCDE et sur seulement quelques signatures. Sur la partie crédit, qui sont donc les obligations émises par des entreprises industrielles et commerciales, je vais également inclure là-dedans la sphère financière, les banques, qui sont des gros pourvoyeurs d'obligations dans le marché. On a une vision qui est un peu plus conservatrice. Là, on va vraiment distinguer les sociétés investment grade, donc les mieux notées qui ont notre préférence, des sociétés high yield qui aujourd'hui vont faire face au resserrement monétaire et donc vont effectivement avoir des conditions de refinancement beaucoup plus difficiles, ce qui va avoir pour conséquence effectivement de multiplier les défauts sur le marché du crédit. Enfin, sur les liquidités, nous redevenons un petit peu positifs. Aujourd'hui, notre SICAV monétaire en dollars rémunère positivement un dépôt en dollars. Et avec le début de la hausse des taux en Europe, on peut penser que les SICAV monétaires vont également commencer à régénérer un rendement, même si évidemment nous ne sommes pas dupes et le rendement réel sera toujours négatif, eu égard au niveau d'inflation dans lequel nous nous trouvons. À présent, effectivement, sur les zones géographiques, vous voyez que nous sommes très favorables sur les États-Unis. On a même relevé d'un cran notre exposition sur la zone. Nous sommes extrêmement noirs sur la Chine. Alors, j'ai évoqué des éléments d'ordre économique. Il y a un autre élément qui nous déplaît fortement sur le marché chinois, c'est que nous ne considérons pas que nos droits de propriété sont pleinement exerçables, comme c'est le cas en Angleterre, en France, aux États-Unis. Le fait que l'État chinois ait interdit l'introduction en bourse de Ant, la fintech d'Alibaba, sur le Nasdaq en décembre 2019 et que Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba, a disparu pendant 6 semaines dans la foulée de cet événement, est un indicateur qui, pour nous, a sonné comme un coup de semonce. Et je rappelle que l'année suivante, la Chine nationalisait toutes les sociétés du secteur de l'EduTech, efface 185 milliards de dollars d'actifs en l'espace de 3 jours. Donc ça, c'est typiquement des choses que nous ne souhaitons pas vivre. Nous avons cette approche patrimoniale, j'insiste à nouveau, et donc effectivement, nous ne souhaitons pas nous rendre sur cette zone. Enfin, sur les émergents, nous sommes très négatifs sur les éléments que je viens d'évoquer. Nous avons encore abaissé d'un cran notre exposition à ces classes d'actifs, qui d'ailleurs n'est pas du tout représentée actuellement dans nos portefeuilles. Et sur les obligations, effectivement, donc une préférence nette pour le marché obligataire américain,
Aujourd'hui, il est possible de construire un portefeuille en obligations en dollars américains avec un rendement compris entre 3,5 et 4%, avec cette petite magie que nous offre actuellement le marché US, à savoir effectivement des obligations courtes qui rémunèrent plus que le long, donc avec un risque en capital extrêmement faible, puisque l'horizon de placement est assez connu, il est proche, il est de 24 mois, et sur des émetteurs comme Apple, John Deere, Heineken, Visa, des gens comme ça, vous pouvez trouver des rendements qui vous procurent un taux de rendement à maturité d'environ 3,5-4% sur ces portefeuilles. En Europe, la situation est légèrement différente. Nous sommes très en retard dans le resserrement monétaire et nous allons distinguer effectivement le cœur de la périphérie. Nous sommes assez prudents sur la périphérie. C'est ce qu'on appelait de manière assez négative les PIGS préalablement. Nous avons ce scrutin italien dans les 2 prochaines semaines qui nous inquiète assez et qui inquiète terriblement les marchés obligataires. La coalition va être très difficile à mener puisque la leader d'extrême droite a déjà une défiance très forte vis-à-vis de l'Union européenne. Toutefois, moins forte que celle de la Ligue du Nord qui sera nécessairement dans la coalition. Et on sent déjà des antagonismes naître qui nous laissent à penser que cette coalition aura une vie relativement courte, comme c'est le cas d'ailleurs souvent en Italie. Enfin, sur les obligations émergentes, vous voyez effectivement que, sur les obligations crédit, effectivement, on reste positif en Europe et aux États-Unis. Là, on n'a pas trop de questions de sujets de nationalité. Ce sont des grandes multinationales sur lesquelles nous investissons. Nous considérons qu'un LVMH est tout aussi bien investissable qu'une société comme Visa. On n'a pas trop de sujets à ce niveau-là. En revanche, effectivement, prudence sur la dette à haut rendement qui sera la grande victime, effectivement, si les taux venaient à monter très ou trop vite. Enfin, sur les obligations émergentes, nous sommes neutres, voire négatifs sur les obligations émises en devises locales. Les devises locales ont eu tendance à s'effondrer avec la hausse du dollar américain. Donc, effectivement, prudence. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je vous remercie pour votre écoute et je pense que nous allons passer à présent aux questions-réponses. Merci Pierre, merci à tous les trois pour cet exposé passionnant. Je vais refermer la petite présentation si vous voulez bien pour qu'on se voit en plus grand. Je vais proposer aux internautes, on a encore à peu près donc une quinzaine de minutes. C'est le moment de poser vos questions. Vous avez certainement des souhaits, des interrogations par rapport à vos placements, par rapport à la fiscalité, par rapport à votre situation ou ce que vous souhaitez faire. C'est le moment de profiter de la présence de nos experts. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Mais si vous voulez poser vos questions en direct, c'est le moment de le faire. En attendant que les premières questions arrivent de la part de nos internautes, Cédric, peut-être que tu peux nous redire un mot par rapport à finalement les grandes forces de la Banque transatlantique. On l'a vu à travers l'expertise de Bertrand et l'expertise de Pierre, bien entendu. Mais je dirais comment toi, tu travailles localement à Singapour avec les personnes que vous accompagnez. Alors, nous, on propose une proximité à Singapour. En fait, c'est un dispositif qu'on va pouvoir dupliquer dans le monde et on va proposer ici une proximité avec nos clients qui vivent en Asie. En fait, on a un double rôle. On a des licences autorisées par le régulateur ici qui nous propose justement de pouvoir liaiser avec nos clients, de pouvoir apporter cette proximité donc sur différents sujets de banque transatlantique. Ça peut être du financement où on a été beaucoup sollicité, ça peut être de la gestion d'actifs, de l'ingénierie patrimoniale, bref, une offre comme je disais, complète et sophistiquée, et puis de pouvoir avoir ce rôle de visibilité qui va nous permettre, dès lors que certains de nos compatriotes à l'étranger vont avoir des besoins, des souhaits, des attentes, on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Mais c'est vrai qu'en étant sur place, ça apporte une vraie proximité qui est très appréciée. Donc Singapour, c'est un rayonnement sur Singapour et puis sur les 10 pays autour en ASEAN. Donc on va dupliquer ce modèle-là sur les différentes implantations que j'exprimais tout à l'heure. Ouais. Et je pense que c'est un message important pour nos internautes. La plupart sont évidemment à l'étranger, français à l'étranger. C'est vraiment très important pour un Français expatrié de bien choisir sa banque parce qu'il y a des problématiques très spécifiques. Oui, alors je crois qu'il faut penser sa banque en termes de partenariat. C'est ce que je suis intimement convaincu de ça, c'est-à-dire que nos compatriotes sur place ont des attentes. Certaines banques ont développé une approche, des forces pour pouvoir y répondre. Je fais le lien avec l'international qu'on a développé pour pouvoir donner
pour apporter ce savoir-faire. Alors, je peux citer des exemples assez concrets à ça. On voit de façon assez courante, enfin, j'ai vu des PEA qui sont clôturés par la banque à partir du moment où la personne quitte la France. C'est un petit peu dommage parce que si je me souviens bien, il y a une instruction de mars 2012 qui permettait de maintenir la détention du PEA. Ça permet en l'occurrence d'éviter les 12,8 de fiscalité dont Bertrand parlait tout à l'heure sur les dividendes dès lors que le titre est en PEA. Ça fait partie des petites subtilités qu'il faut connaître. Il y en a d'autres, on voit des prélèvements sociaux qui sont pris sur les comptes. On voit malheureusement des dossiers de crédit qui sont refusés. Il y a des complexités en ce moment, si ça intéresse, on va peut-être en parler. Il y a les recommandations du Haut Conseil, du Haut Comité de la stabilité financière et ce fameux taux de 35%, et pas forcément pas forcément une offre qui permet de la part de la banque de pouvoir y répondre. Entre autres exemples, il y a la loi des impatriés aussi qui permet d'avoir une fiscalité un peu plus clémente en cas de retour en France. Eh bien, ça, c'est des exemples qui me font dire, voyez la banque en fonction de vos attentes comme un partenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra vous accompagner dans votre parcours de mobilité, même si vous êtes à l'étranger. Ce qu'il faut peut-être comprendre aussi, c'est que les Français de l'étranger, c'est 2,5 millions aujourd'hui. 2,5 millions, c'est à la fois beaucoup, parce que ça veut dire que dans nos familles, on aura un moment... on sera confronté à un parcours de mobilité et c'est à la fois pas beaucoup pour certaines banques qui vont peut-être voir ça comme étant une niche et qui n'ont pas forcément la formation, les ressources, les systèmes adaptés. Voilà, nous, on le fait, donc regarder les attentes par rapport à ce que la banque peut proposer en face et c'est pour ça que je parle de véritable partenariat. Très bien, merci Cédric. Allez, on a quelques questions qui concernent plutôt la fiscalité, Bertrand. Une question très, très simple. Existe-t-il des conventions fiscales avec la Suisse, demande Jérémy? Oui, alors moi je suis juriste fiscaliste français, donc moi je connais plus ce qui se passe entre la France et la Suisse, mais je vous quand même dirai un mot sur ce qui se passe entre Singapour et la Suisse, si c'est la question. En tout cas, entre la France et la Suisse, il y a une convention en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune. Par contre, il n'y a plus de convention en matière de droit de succession et de droit de donation, parce qu'elle a été dénoncée par la France. Donc, c'est vrai que ça, c'est un point important ça a été un gros changement pour les franco-suisses il y a maintenant, de mémoire, 7 ans. Mais en tout cas, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune, il y a une convention, en effet, entre les deux pays. Et comme j'avais eu la question un petit peu avant, comme ça, je fais encore plus avant que je ne le suis vraiment, j'ai vu qu'il y avait une convention entre Singapour et la Suisse en matière d'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez, vous, en fonction de votre pays, sauf si la question était pour la France, mais sinon, voilà, il faut regarder à chaque fois si votre état de résidence, par exemple, si vous êtes à Hong Kong, est-ce qu'il y a une convention entre Hong Kong et la Suisse, voilà, et si vous avez en plus des revenus de source française entre Hong Kong et la France, Singapour, la France, enfin voilà, à chaque fois qu'il y a un pays concerné, on va regarder en effet entre l'état de résidence et le lieu de la source des revenus, s'il y a une convention fiscale. Alors, c'est vrai qu'on a des lecteurs suisses. Alors, je ne sais pas si Jérémy est suisse, mais enfin, en tous les cas, la réponse était précise, Bertrand. On a Karl qui nous demande, Bertrand, pouvez-vous nous confirmer que la revente de parts de société et de SAS sont exonérées de plus-value pour un expatrié? Eh ben là, tout dépend de la convention fiscale. Parce que c'est vrai qu'en droit fiscal français, on a un dispositif spécifique qui fait que quand on est non-résident et qu'on vend une participation, ce qu'on appelle une participation substantielle, ça veut dire qu'on détient... au moins 25% du capital d'une société en France, on est imposé en France. Donc, ça veut dire que, vous voyez, si vous avez moins de 25% du capital, vous n'êtes pas imposé en France. Si vous avez plus de 25% du capital, vous êtes imposé en France. Et où c'est un peu plus troublant, sans rentrer dans tous les détails, c'est que les 25%, c'est une détention familiale. C'est-à-dire que vous-même, si vous avez 10%, mais que vos parents, ils ont 50%, familialement, vous avez 60%. Donc, même si vous vendez 10%, donc moins de 25%, vous êtes quand même à plus de 25%. Vous voyez, enfin, il y a des petites subtilités comme ça. Et ce que je disais tout à l'heure très rapidement, la convention fiscale entre France et Singapour, justement, retire à la France le droit de taxer ce type de plus-value. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes résident à Singapour et que vous avez 100% d'une SAS, vous la vendez, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value en France, dès lors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas soumis à l'exit tax. Ouais. J'ai vu que Karl était en Thaïlande, alors je ne sais pas si vous savez, Bertrand. Non, je ne le sais pas comme ça, il faut le vérifier. Par exemple, j'ai pour souvenir Hong Kong, là pour le coup, Hong Kong, la France a le droit de taxer
les participations substantielles. Donc ça dépend vraiment d'une convention à l'autre. Donc avec la Thaïlande, il faudrait le vérifier. Alors, on a d'autres questions justement liées aux conventions fiscales. Je pense que le bon conseil aussi, évidemment, c'est et n'hésitez pas à prendre contact, vous qui êtes en Asie, avec Cédric, hein, de façon à ce que chaque cas puisse être bien étudié par nos experts et que vous puissiez avoir la réponse. Je vois que Philippe, par exemple, lui, il doit être aux Philippines, puisqu'il demande s'il y a une convention de succession entre la France et les Philippines, sachant qu'il y a une convention de non-double imposition. D'accord. Donc là, je peux répondre aussi à celle-ci, et avec en effet un point quand même important, c'est que voilà, moi je suis juriste fiscaliste, mais en banque, c'est-à-dire que nous on se prétend pas ni avocat ni notaire français, et encore moins avocat singapourien ou avocat hongkongais. Voilà, ce que nous on apporte, c'est voilà une connaissance quand même théorique, j'espère assez bonne, une connaissance pratique justement de tous ces dossiers, et bien évidemment après quand il faut valider des choses, on valide ça avec les conseils de nos clients ou on leur trouve des conseils s'ils ont besoin de conseils spécialisés. Donc, pour répondre à la question de Philippe, non, il n'y a pas de convention en droit de succession entre la France et les Philippines. Voilà, c'est juste une convention qui concerne l'impôt sur les revenus, pas les successions. Ouais. Et je réponds peut-être en même temps à la question de Karl, c'est ça, qui était complémentaire sur les retenues à la source pour les droits d'auteur. Donc là aussi, il faut regarder ce que prévoit la convention fiscale. En principe, les droits d'auteur, c'est une retenue à la source de 25% en France. Et ensuite, on doit redéclarer, en effet, les revenus qui ont été générés. Donc là, vous pouvez, le cas échéant, être soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Qui peut s'appliquer normalement à vous. Et après, dans la convention fiscale, c'est là où la France, parfois, peut, dans les cas classiques, a le droit d'imposer, mais maximum à 15%. Donc si vous êtes dans une convention plutôt sympathique, en gros, la France taxera à maximum 15% vos droits d'auteur. Et puis après, regardez éventuellement si vous devez être fiscalisé dans votre pays de résidence. C'est vrai que souvent, les pays asiatiques taxent peu ou pas les revenus de sources étrangères. Donc là, auquel cas, vous n'auriez que l'imposition française. Très bien. Allez, on arrive aux dernières minutes un petit peu de ce webinaire. Il est encore temps pour poser quelques questions. À Pierre quand même, ou à Cédric. Exactement. Moi, j'en ai des questions, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Après, on fera un dernier petit tour de table. Pierre, ton exposé était parfaitement clair, parfaitement brillant, mais est-ce que il y a quand même beaucoup d'inquiétudes autour de la situation politique, autour de l'économie. On sent un petit peu, en tous les cas, en France, peut-être un petit peu moins en Asie. Ce serait intéressant d'avoir aussi l'avis de Cédric, mais on sent un petit peu beaucoup d'inquiétudes. Mais à la fois, est-ce que c'est pas le bon moment pour réaliser des placements finalement? C'est justement le point important, c'est que de toute façon, il n'y a jamais le bon moment. On achète très rarement au plus bas pour revendre ensuite au plus haut. Ça, c'est la règle un peu numéro 1, c'est qu'on n'est jamais effectivement dans ce cas de figure. Bon, on a effectivement une fin d'année qui va être assez difficile et encore très volatile, puisque au-delà des éléments monétaires que j'ai présentés, on a un calendrier électoral international qui est très chargé. J'ai évoqué les élections en Italie pour le nouveau gouvernement. Sachez que nous aurons ensuite le scrutin au Brésil avec les présidentielles, qui va être un scrutin extrêmement compliqué, avec des risques de débordement, un peu ce qu'on a connu aux États-Unis le 6 janvier 2020 dernier, pour celles et ceux qui s'en rappellent. Nous aurons ensuite la réélection probable, mais pas acquise pour le moment, de Xi Jinping à la tête du parti. Le congrès du PCC se tient dans les semaines qui viennent. Et enfin, nous aurons les midterms américaines début du mois de novembre, qui vont être un test majeur pour la majorité démocrate. Donc, Joe Biden remonte dans les sondages, effectivement, du fait principalement de la baisse du prix de l'essence à la pompe. C'est ça qui, effectivement, motive actuellement les Américains dans leurs décisions d'investissement et de consommation. Donc, effectivement, il y a ces éléments-là qu'il faut intégrer. Par ailleurs, nous allons avoir une dégradation probable du pouvoir d'achat des ménages et des rentabilités de certaines entreprises en Europe du fait de l'explosion du prix de l'énergie. Vous avez peut-être vu que certaines entreprises en Europe ont déjà dû arrêter des actifs. Je pense à Nyrstar, qui est une société belge qui fait des alliages de métaux, du zinc, des choses comme ça, qui donc consomme énormément d'électricité pour fondre des métaux. Donc là, il y a des actifs qui sont à l'arrêt. ArcelorMittal, qu'on connaît toutes et tous, pareil, il y a quelques fourneaux qui sont arrêtés parce que les coûts d'énergie deviennent stratosphériques.
Et enfin, en ricochet, on peut dire que quasiment toute l'économie allemande est en difficulté. Des sociétés comme BASF, comme Bayer, qui sont des énormes consommateurs de gaz, sont en difficulté. Mais on a aussi des opportunités. On a des très, très belles valeurs qui ont vu leur valorisation en multiples fortement reculer dans tout un tas de secteurs. Je pense à une société qu'on aime beaucoup qui est Microsoft, qui aujourd'hui perd à peu près 25% depuis le début de l'année, avec toutefois un profil de croissance très organisé, une capacité à générer du cash très importante. Donc pour nous, il y a des choses à faire. Et puis pour celle ou celui qui ne supporte pas la volatilité actuelle, ce qui est tout à fait légitime, eh bien effectivement, le marché obligataire offre à nouveau des possibilités, notamment sur les sociétés américaines, ce que j'ai évoqué lors de la présentation. Très bien, parfait. Alors, on a deux petites questions avant de faire un dernier mot de conclusion. Clément dit qu'il va faire sa première déclaration de revenus en Indonésie et demande s'il doit déclarer l'ensemble de ses revenus mondiaux, notamment le montant des fonds qu'il a sur ses comptes en France, et est-ce qu'il a un risque d'être imposé dessus par l'Indonésie? Donc, j'imagine qu'il redoute un effet de double imposition. Alors, moi, je ne peux pas répondre sur la partie indonésienne, je ne connais pas assez bien les règles locales, donc je ne vous dirai pas de bêtises, mais en effet, on va quand même, s'il y a un principe d'imposition mondiale aussi en Indonésie, là aussi, on va encore regarder la convention fiscale, voir un peu comment est réparti le droit d'imposer. Est-ce que les deux États ont le droit de taxer? Auquel cas, il y a un risque de double imposition, mais dans le cadre de la convention fiscale, normalement, ça devrait limiter. Et il y a peut-être une double déclaration, mais normalement, il n'y aura pas de double imposition dans les deux États. Mais ça, il faut vraiment vérifier ça avec quelqu'un qui connaît très bien la fiscalité indonésienne pour savoir justement, notamment, est-ce que vous avez obligation de déclarer des comptes à l'étranger comme nous, on l'a quand on est résident français. Bien sûr. Karl demande, on a évoqué pendant la campagne présidentielle en France la mise en place d'une résidence principale secondaire. Est-ce qu'il y a du nouveau sur le sujet? Oui, c'est vrai qu'on en a entendu parler. Alors, c'était plus dans les débats, en effet, dans certains débats parlementaires, notamment dans la dernière loi de finances rectificative pour 2022 qui a été publiée cet été. Donc, rien n'a été... là, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Il y a eu en effet des discussions. Donc là, on va nous présenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ici une dizaine de jours, la prochaine loi de finances pour 2023. Donc ça, à mon avis, ça ne sera pas dans la première mouture, mais comme ça veut dire qu'il va y avoir encore 3 mois de discussion, notamment par voie d'amendement, il pourrait en effet, et donc ce serait évidemment intéressant pour les expatriés, puisque ça leur permettrait en effet de garder une résidence principale fiscale en France, et notamment s'ils la vendent, d'être exonérés de plus-value peut-être, d'avoir un certain nombre d'avantages fiscaux qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui, ou pas dans les mêmes conditions en tout cas qu'un résident français. Bon, à suivre donc en fonction du projet de loi de finances. Écoutez, je vais vous remercier tous les trois. Avant de clôturer le webinaire, Cédric, je vais peut-être te donner la parole pour un mot de conclusion. Merci. Déjà, merci Hervé pour l'organisation et ce partenariat de long terme qui est toujours aussi agréable. Merci Pierre, Bertrand. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, voilà, donc j'expliquais ce rôle de proximité à Singapour. N'hésitez pas à nous contacter, retrouver nos coordonnées peut-être sur banquetransatlantique.com. C'est le meilleur point d'entrée. S'il n'y en a qu'un à retenir, il y a toutes nos coordonnées sur celui-là. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, YouTube. Et puis voilà, je vous remercie à nouveau. Toujours un plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous les internautes. Je vous rappelle, dans quelques instants, vous recevez le lien du replay. N'hésitez pas à le partager. Dans quelques jours, il y a l'article sur votre journal, lepetitjournal.com, et il y aura la vidéo également sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci Hervé. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.